veut la paix? Tout d'abord, chers amis, je voudrais vous dire qu'à mon avis, la question que vous posez, qui veut la paix, est importante, mais un peu simpliste. Il y a deux questions importantes qui se posent aujourd'hui. Un, comment arriver à la paix et quel chemin pour y parvenir? Et la deuxième question, c'est quelle sorte de paix les Palestiniens ont-ils en tête? De la même manière, nos deux peuples, israéliens et palestiniens, ont besoin de paix. Nos deux peuples, israéliens et palestiniens, veulent la paix. Il est temps de reprendre les négociations directes. Je vous remercie. Le premier socialiste à être là ce soir, c'était Jean-Marie Le Guen et M. Pupponi. Ils l'ont fait avec beaucoup de courage, parce qu'ils connaissaient les enjeux. Et je dois dire que pour avoir été celui qui faisait circuler avec d'autres la feuille des signatures, les premiers parmi les socialistes à signer sans aucune réserve, c'est François Pupponi et Jean-Marie Le Guen. Nous avons donc décidé d'attribuer ce soir à Jean-Marie Le Guen le prix de l'amitié France-Israël. De la paix. Parce que aujourd'hui, quand on entend un certain nombre d'ambassadeurs européens, vous l'avez vu comme moi dans les journaux ces dernières semaines, celui qui creuse le sillon de la guerre, qui refuse l'État palestinien, qui fait des installations dans ce qu'ils appellent la Cisjordanie et le reste, c'est l'État d'Israël. Vous avez entendu son Excellence l'ambassadeur tout à l'heure qui disait « Nous voulons la paix ». Évidemment, vous l'avez compris, pas la paix à n'importe quel prix, et pas la paix avec n'importe qui. Alors, quels sont les partenaires de la paix? Israël, sûrement, mais parmi les Palestiniens, avec qui on fait la paix? Avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec les brigades de je ne sais pas quoi qui sont une émanation de M. Abbas en sous-main? Avec qui on va faire la paix? Et c'est la vraie question que je voudrais poser aux hommes politiques ce soir. Oui, Israël veut la paix. On le sait, on l'entend quand on parle avec les officiels israéliens, quand on parle avec le peuple israélien. On sait qu'Israël veut la paix, mais pas n'importe quelle paix. Une paix qui serait remise en cause dans 2 mois après la signature d'un traité, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, on ne sait pas avec qui dialoguer. M. Abbas est largement minoritaire, vous le savez pour l'instant. En tout cas officiellement, je ne sais pas ce que pense le peuple palestinien. La vraie question que je voudrais poser à ces messieurs ce soir, c'est pourquoi on n'entend que des ripostes disproportionnées? Pourquoi est-ce qu'on n'entend que des attaques contre Israël? Ce gouvernement que s'est donné, comme je l'ai entendu tout à l'heure, je le rappelle, que s'est donné démocratiquement le peuple israélien, le gouvernement de M. Netanyahou, de quel droit un journaliste décent qui a accepté les Kadhafi, qui a accepté les Ben Ali, qui a accepté le Assad, peut se permettre aujourd'hui de critiquer Bibi Netanyahou? Mais de quel droit? Il y a deux entités qui veulent la paix, le peuple d'Israël et le peuple palestinien, comme le disait Yitzhak Rabin quelques minutes avant d'être assassiné. Israël n'est pas une entité. Et tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, il y a 3 ans, l'État d'Israël a pris position sur l'existence de 2 États. Donc, la nécessité est là, et les conditions politiques du point de vue de la prise de position sont réunies. On a approché la paix à plusieurs reprises, et à chaque fois, il y a eu l'échec. Il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu Camp David II, et il y a eu la conférence d'Annapolis. Et si vous avez suivi, j'imagine que vous avez suivi ça de très près, des compromis avaient été réalisés qui ont échoué à chaque fois alors qu'on touchait la paix. Or, m'est avis, et d'ailleurs des personnalités éminentes d'Israël l'ont dit, je pense à Shimon Peres et de nouveau à Yitzhak Rabin, on s'entend avec celui qu'on combat, évidemment, sinon il n'y a pas de paix possible. Vous savez bien que quand la misère existe dans un pays,
et il y en a plusieurs qui répondent à ce critère dans la région, il est tellement facile de désigner l'autre comme le coupable pour se soustraire à ses propres responsabilités. Et moi, je suis très attentif, comme vous tous, à ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Je ne suis pas sûr que c'est le terme que j'aurais choisi personnellement, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que ceux qui ont fait les révolutions, de nouveau, ne seront pas ceux qui vont conduire les pays où ces révolutions se sont déroulées et ne sont pas ceux qui en bénéficieront. Donc je suis convaincu qu'il ne suffit pas d'invoquer, d'implorer la paix, il faut en réunir les conditions, un accord politique et une puissante aide pour l'ensemble de la région pour qu'il y ait du travail pour tout le monde, qu'il puisse y avoir des échanges économiques solides qui peu à peu contribueront à cautériser les plaies. Et Yitzhak Rabin disait: il s'agit d'un parcours semé de difficultés et de douleurs. Pour Israël, il n'est pas de chemin qui soit sans douleur, mais la voie de la paix est préférable à celle de la guerre. Je vous dis cela en tant qu'ancien soldat, en tant que ministre de la Défense qui connaît la douleur des familles de soldats. Et je terminerai par là, je pense qu'il manque aujourd'hui, et je mesure la portée de mes paroles, évidemment, et je regrette que l'ambassadeur ne soit plus là, je pense qu'il manque au Moyen-Orient ce que Mandela et de Klerk ont été en Afrique du Sud. Deux personnalités au charisme exceptionnel qui sont capables d'entraîner l'adhésion de leur population, d'avoir une autorité internationale suffisante et aussi d'avoir une vision de l'avenir. J'ai mon opinion sur certains dirigeants israéliens pour qui j'ai une vraie admiration. Je pense à celui qui a écrit un livre qui s'appelle « Le soleil se lève ». Vous voyez de quoi je parle? C'est Shimon Peres. Mais il faut que le partenaire soit là en même temps. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et je crois qu'il manque ce moment où il y aura ces deux personnalités qui pourront rapprocher les deux peuples et accomplir la prophétie de Yitzhak Rabin. Merci Jean-Pierre Bras. Dans le cœur du sujet israélien, qui veut la paix? Quand on se regarde du côté français, c'est le regard français qui nous intéresse ce soir. Vous êtes un jeune homme politique. L'équilibre est-il possible? Eh bien, vous avez la... J'aimerais, si vous le permettez, partir d'un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que le monde a changé. On vous dit que le monde a changé autour de trois caractéristiques. La première, c'est qu'on est dans un monde global. La deuxième caractéristique, c'est que ce nouveau monde est multipolaire. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il est instable, de plus en plus dangereux et de plus en plus imprévisible. Et les attentats du 11 septembre sont venus bouleverser la donne avec une superpuissance qui ne s'imaginait pas pouvoir être vaincue sur son propre sol. Et voilà que pendant 10 ans, maintenant, les grands spécialistes, les grands chercheurs, les grands journalistes se succèdent sur les plateaux de télé pour réfléchir uniquement autour de ces trois caractéristiques, avec le risque d'être passé à côté de la réalité. Cette réalité, c'est que le monde est toujours en train de changer. Force est de constater que nous sommes rentrés dans le XXIe siècle avec des réflexions qui se sont avérées fausses et beaucoup d'erreurs d'appréciation. Résultat, le terrorisme s'est disséminé, il s'est démultiplié. Tout au long de ces dernières années, Al-Qaïda est encore plus fort au Maghreb islamique, Al-Qaïda est encore plus fort dans la péninsule arabique. Et alors, au bout de 10 ans, ce cycle vient se clore avec un printemps arabe qui aura été encore plus fort que la mort de Ben Laden. Nous avons fait la guerre en Irak pour la démocratie, nous avons échoué. Nous sommes en train de faire la guerre en Afghanistan pour la démocratie, nous sommes en train d'échouer. Et qui profite de tout cela? L'Iran. Pendant des années,
des grands penseurs, et je regrette qu'Hubert Védrine n'ait pas accepté de participer à votre table ronde, des grands penseurs nous ont expliqué que la cause principale du terrorisme était le conflit israélo-palestinien. Eh bien non, messieurs les grands penseurs, les révolutions arabes de Tunisie, d'Égypte, de Syrie, nous ont montré que la rue arabe n'est pas à Gaza, la rue arabe n'est pas à Ramallah, elle est au Caire, elle est à Alexandrie, elle est à Homs, elle est à Sfax. C'est là où ça se passe, et elle est même aujourd'hui au Yémen. On nous a expliqué lors du retrait de Gaza que toute action unilatérale du gouvernement israélien nuirait au processus de paix. Et la communauté internationale, dont la France, vient de reconnaître à l'UNESCO un État palestinien unilatéral. Autre constat, les Israéliens et les Palestiniens ne sont plus au cœur de l'histoire. Israéliens et Palestiniens ont un nouveau point commun. Pendant plus de 60 ans, l'histoire s'est écrite avec eux. Aujourd'hui, désormais, ne s'écrira plus avec eux. Il n'y a pas eu de printemps arabe en Palestine, et les Israéliens ont déjà fait savoir que les prochaines élections se situeront beaucoup plus sur des questions sociales que des questions sécuritaires. Vous voyez, le monde a encore changé, et nous sommes en train de passer à côté de beaucoup de choses, puisque je lisais encore cette semaine dans la presse que la perception des révolutions arabes n'est plus la même, puisqu'on parle aujourd'hui d'islamisme radical, de guerre civile, on ne parle plus de révolution pour la démocratie, ce qui rajoute à la confusion. Alors une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous n'avons pas le droit de baisser la garde contre le terrorisme. Nous devons revoir notre méthode. Il faut répondre aux racines du terrorisme, par des questions politiques, par des questions économiques, par des questions culturelles. Aujourd'hui, les regards changent, notamment ceux de l'Occident sur le monde arabe. On l'entendait lors de la dernière table ronde, même le regard du monde arabe sur lui-même. Il faut sortir du piège du choc des civilisations où certains ont voulu nous enfermer. C'est la seule vraie réponse au terrorisme. Pour ce faire, et j'en ai fait un rapport pour l'UMP, il faut défendre une influence, une diplomatie publique efficace pour Israël comme pour les Palestiniens. La seule solution, c'est de gagner le cœur et les esprits. C'est la contagion de nos valeurs, fidèles à la volonté du général de Gaulle. Alors moi qui suis à la tête de l'audiovisuel extérieur de la France, je sais aujourd'hui quelle est l'importance des médias internationaux. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Tout le monde a accès aux mêmes images. Ce sont les mêmes images que nous voyons à Washington, à Gaza, à Bagdad, à Dakar ou à Paris. Mais la perception n'est pas la même. Il y a une géopolitique de l'émotion. Nous devons apporter des codes à ce que nous montrons pour que les islamismes et les extrémismes n'instrumentalisent pas ces images. Qui veut vraiment la paix au Proche-Orient? Jean-Marie Le Guen. Merci beaucoup. Étant donné que j'ai eu le prix de l'amitié, je ne vais pas ici vous dire combien je me sens en phase avec les préoccupations du peuple israélien pour garantir sa sécurité, parce que je crois aussi que le peuple israélien est profondément épris de paix, mais qu'il se pose un certain nombre de questions légitimes sur son avenir et sur sa sécurité dans le cadre éventuel de ce processus de paix. Et s'il sait, parce que tout le monde sait qu'une paix se négocie qu'avec ses adversaires, et parfois ses adversaires les plus résolus, parce que sinon c'est pas la paix, ce n'est qu'un élément momentané qui justement n'apporte pas la paix. Et comme il faut que le peuple ressente l'idée et la sécurité qu'il pourra demain négocier, et à travers cette négociation avoir plus de paix qu'il n'en a aujourd'hui par une politique de confrontation. Et c'est toute la question qui est posée au Moyen-Orient, et donc on peut effectivement passer beaucoup de temps à dévaloriser la bonne volonté de ses adversaires, mais ceci ne change pas le fond du problème. Si l'on veut effectivement, et si l'on pense que la société dans laquelle on vit doit évoluer vers la paix, elle doit le faire pour des considérations morales, éthiques, qui étaient rappelées à la table ronde précédente, mais elle doit le faire tout simplement pour le bonheur des populations concernées, à commencer en l'occurrence par le bonheur du peuple israélien. Mais moi je ne suis pas ici pour vous dire donc mon empathie et simplement vous dire que sur tel aspect je suis évidemment d'accord et sur tel autre je le serai moins, et puis
pour m'affliger avec vous du fait réel, j'ai essayé de le rappeler dans ce film, que la réalité de la société israélienne est de plus en plus méconnue dans l'opinion publique internationale et que l'image aujourd'hui d'Israël, j'apprends qu'elle va avoir une France 24, j'espère que ça contribuera à améliorer effectivement son image. Toujours est-il que c'est vrai que l'idée qu'elle a pu à un moment ou à un autre agir d'abord par la logique de sécurité et avec comme axe principal le soutien des États-Unis, voire même la contrainte imposée pour faire face, même lorsque les Américains faisaient défaut, en tout cas pouvoir maintenir un haut niveau de sécurité, je pense que cet aspect-là des choses n'est pas satisfaisant. Mais je ne vais pas épiloguer sur ce que j'ai à penser de la société israélienne et de la manière dont elle peut évoluer et faire en sorte qu'elle aille vers la paix, parce que je n'ai pas à juger en tant que telle la situation israélienne. Ce que je voudrais vous dire en quelques mots, c'est comment, en tant que député français, on peut essayer d'agir et quelles sont les réflexions que l'on peut avoir. D'abord, pour répondre à l'interpellation sur le Parti socialiste, je retournerai la chose. Je pense que les hommes sont finalement de peu de poids lorsque la politique des pays se met en place. Je ne vois pas aujourd'hui de divergence fondamentale entre la position de l'UMP ou la position du PS globalement. Et vous savez très bien qu'à l'intérieur de chacune des formations, il y a des gens qui ont des sensibilités qui vont plutôt dans un sens et des sensibilités qui vont plutôt dans un autre. Et ceux qui sont ici sont plutôt les représentants de ceux qui sont des amis d'Israël. Bien. Mais une fois que vous aurez ça, et malgré l'amitié que nous avons de nous rencontrer, je pense que le problème n'aura pas beaucoup avancé. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui fait que la France a une position qui nous satisfait ou qui nous satisfait moins. Et si j'ai pris position ces derniers mois sur cette affaire de l'UNESCO et plus généralement de l'ONU, c'est parce que je pense que la méthode du gouvernement français, appliquée par ce gouvernement, par M. Sarkozy, n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que je pense que, et je dis par là que je n'accuse pas telle personnalité d'être plutôt sensible à tel camp plutôt qu'à tel autre. Je pense que la logique politique dans laquelle se met la diplomatie française est, à mon avis, erronée. Pourquoi? Je pense qu'à partir du moment où on reprend un peu d'ailleurs vos propos, cher ami, la France prétend avoir un rôle singulier et historique au Moyen-Orient, elle est amenée à avoir la position qu'a eue M. Sarkozy. Et c'est exactement la position, à partir du moment où la France dit « nous avons un rôle particulier à jouer au Moyen-Orient », elle est amenée forcément, et j'entends ce que vous disiez, est-ce que nous avons par là notre nature, est-ce que nous avons la force de pouvoir garantir la sécurité au peuple israélien? Est-ce que la France a la capacité de rayonnement international, de force militaire, de force diplomatique, d'assurer la sécurité au peuple israélien? Certainement pas, ni d'ailleurs au peuple palestinien. Est-ce que la France a la capacité de dire la justice et de ce qui est juste là-bas et d'être entendue pour cela? Je ne le crois pas. Je le constate, c'est que quand elle dit quelque chose qui est juste du côté en faveur plutôt des Palestiniens, ça se passe très mal avec l'opinion publique israélienne. Et à contrario, quand un certain nombre de déclarations ont été faites par des chefs de l'État ou des forces politiques plutôt de façon pro-israélienne, elle était complètement sans aucune crédibilité à l'intérieur du monde arabe et des Palestiniens en particulier. Donc je pense que cette volonté, qui est la nôtre depuis 30 ans, de dire que la France doit avoir une position par nature au nom de vision universelle que je partage. Je ne suis pas contre l'universalisme français. Mais au nom, à mon avis, d'une vision disproportionnée de ses capacités diplomatiques, militaires, aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, je pense que c'est une erreur et que la France, c'était en tout cas ma position sur l'affaire de l'ONU et de l'UNESCO, je termine par là, elle doit agir dans le cadre européen. Et c'est en faisant mûrir des positions européennes que nous pouvons jouer un rôle. Et si nous continuons à prétendre vouloir avoir une politique unilatérale française au Moyen-Orient,
Nous n'aurons pas de position substantiellement différente, quelles que soient les formations politiques en cause. Nous n'aurons pas de position substantiellement différente de celle qui a été celle de M. Sarkozy. Et je ne crois pas pour autant qu'elle ait été satisfaisante et qu'elle n'ait fait avancer ni la cause de la paix entre Israël et la Palestine, ni d'ailleurs fait avancer véritablement le poids de la France au Moyen-Orient. Merci. On va pas dans la campagne, c'est vrai, mais d'ailleurs on n'est tellement pas dans la campagne, mais c'est un sujet qui a eu le mérite de sortir d'ailleurs Claude Goasguen, mais c'est pas lui que je vais poser la question, peut-être à Éric Raoult, cette fameuse commission des affaires étrangères qui donne un rapport sur l'eau, vous connaissez ça, peut-être la géopolitique de l'eau, finalement signé par des députés de droite et de gauche, assez étonnant. On avait d'ailleurs invité Jean Glavany, qui était prêt à venir, je crois pour des raisons de pratique, il n'est pas venu, mais on aurait pu en débattre. Cela dit, Jean Glavany avait quand même répondu à des questions de Radio J, donc il a quand même assumé son rapport, ce qui n'a pas été le cas, il faut bien le dire, d'un certain nombre, non pas de Claude Goasguen bien évidemment, mais d'un certain nombre d'autres signataires de ce rapport, et qui sont plutôt à l'UMP. Alors Éric Raoult, quand même, sur cette question, vous pensez qu'il y a une vraie différence entre l'UMP et le Parti Socialiste sur la question israélo-palestinienne? Et on vous passe le micro. Oh oui. Pourquoi oui? Ben, tout simplement parce que nous, on a une carte de fidélité. On n'a pas la carte simplement de notre parti politique, mais vous nous avez toujours vus à vos côtés et pas simplement au moment des élections. Pourquoi Goasguen et moi? Pourquoi Goasguen et moi, on a toujours été là? Ben, tout simplement parce que à l'intérieur de notre formation politique, on n'est pas mis de côté, mais on sait comment on va se positionner. Alors pour répondre à la question sur le rapport parlementaire de l'eau, il y a eu des erreurs qui ont fait en sorte que les rapports qui passent, bien souvent, ils les sont co-signés, ils ne sont pas toujours relus. Et que ce soit de l'UMP ou du Parti Socialiste. Je vais vous dire comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, quelqu'un vient de dire c'est grave, ben oui c'est grave. Il y en a un qui a signé un jour un document qui s'appelle Sans contaminer, et puis après, on a vu ce que ça a donné. Donc la particularité, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il y a des vigilants à l'Assemblée, au Sénat et dans les autres instances électives. Et quand nous, on s'est engagé pour Gilad Shalit, on ne vous a pas répondu, on va y réfléchir. À la mairie du 16e et à la mairie du Raincy, on a pris le marteau, pardonne-moi Jean-Pierre, et les clous, et on a apposé les deux portraits de la mairie du 16e et de la mairie du Raincy. Alors oui, il y a des différences, et je ne veux pas être trop polémique. Nous, on est plutôt pour le quai de la fidélité que pour le quai d'Orsay. Le quai de la fidélité, c'est que quand on s'est engagé pour un combat, que ce soit celui de l'État d'Israël ou ce soit celui du génocide arménien, on ne change pas d'avis entre l'Assemblée et le Sénat. On ne change pas d'avis quand c'est en 2001 et que c'est un Premier ministre, et quand c'est en 2012 et quand c'est un autre Premier ministre. La particularité, c'est que l'équilibre, il ne se fait pas avec les intérêts de sa circonscription. Je vais être franc avec vous. J'ai 3 fois plus de musulmans que de juifs dans ma circonscription. Et je n'ai pas peur d'être battu parce que je l'ai déjà été. Et donc en fonction de ça, la particularité, c'est que la fidélité d'un engagement, ça permet, sur un certain nombre de sujets, de voir son cœur, et dans toutes les acceptations du terme, battre au rythme du pays que l'on aime. Et c'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas juif, même si ma notion de l'équilibre, c'est d'abord un équilibre d'amitié et de fidélité, eh ben je ne changerai pas. Et en fonction de ça, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en politique, il faut de la bonne foi, il faut aussi une bonne mémoire. Et comme Claude, comme Bruno, comme bien évidemment les autres élus qui sont à cette table, j'essaie d'avoir les deux. La particularité, je crois qu'aujourd'hui, puisque l'on a utilisé le terme de monsieur un tel, je crois que le chef de l'État, parce que pour moi, quelle que soit l'issue de l'élection dans quelques mois, on élira un chef de l'État. Et je ne dirais pas, si ce n'est pas celui que j'ai préféré, le Hollande, ben non.
ça sera le chef de l'État, ça sera le président de notre République. Alors, en toute sincérité, parce que je crois que si vous nous avez invités, si Claude a choisi le panel des intervenants, je crois véritablement que nous avons obtenu en France un certain nombre d'avancées durant ces 5 dernières années. Ce dont je me souviens, c'est que le premier déplacement que le chef de l'État a fait lorsqu'il est devenu patron de son parti, c'était pas pour la Grande-Bretagne, ni pour l'Allemagne, c'était pour l'État d'Israël. L'idée aussi angoissante de la possibilité qui existe déjà d'importation du conflit israélo-palestinien en France. De toutes les manières qui existent, des fois laïques, des fois religieuses entre guillemets, en tous les cas, récemment je crois que le ministre de l'Intérieur s'est signalé par des actions anti-islamistes. Bruno Béchiza, je vous donne la parole sur ce sujet. Ça fait partie de quoi cet arsenal de mesures? C'est quoi? C'est éviter que la France soit à feu à sang sur des conflits qui ne la regardent pas directement. Je vous pose cette question déjà, peut-être répondre en 2 minutes, et après 2 ou 3 minutes pour répondre à la question de fond pour laquelle vous êtes invité. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'UMP, chargé des questions de sécurité. Bruno Béchiza. De sécurité, merci. Et qui, compte tenu de la polémique depuis hier concernant justement Claude Guéant, assume complètement une filiation spirituelle avec Claude Guéant. Parce qu'effectivement, ce qu'il a dit hier, face à des jeunes étudiants, donc c'était pas face à un parterre de féroces qui allaient casser des tibias dans une soirée entre copains. Il a répété exactement les propos qu'il avait tenus dans le journal Le Monde, qui effectivement, je cite très rapidement, qui rappelait l'attachement du gouvernement à la loi interdisant la dissimulation du visage, car il y a un certain nombre de comportements attentatoires aux principes fondamentaux de la République, notamment la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes, et que face à la montée de certains discours radicaux, il est de son devoir d'être le gardien de ce pacte républicain. Et l'effet immédiat de cette annonce dans une tribune dans Le Monde, ça a été pour la première fois, et c'est la première réponse à la question que vous posiez, effectivement, l'application d'une vieille loi de 1936 pour la dissolution d'un groupe armé islamiste qui appelait simplement à l'instauration d'un califat en France, qui effectivement brûlait des codes pénaux en place publique, et bien évidemment, c'est la réponse de Claude Guéant, c'est la réponse parce que pour les élus de Seine-Saint-Denis, vous avez Jean-Pierre Brard ici, il y a Éric Raoult auprès de moi, on a vu lors des émeutes de 2005 naître certains mots, on voit naître dans certains quartiers un nouvel antisémitisme. On a bien vu, et vous avez subi, une orchestration d'une communication sur la flottille de Gaza qui peut quand même étonner. Moi, je vous invite aujourd'hui, puisqu'on parle de campagne qui a un certain communisme, de ressortir la liste des signataires et de voir dans les accords électoraux des uns et des autres où sont les signataires des uns et des autres. Ce serait très intéressant de faire un jeu fléché. De la même manière, c'est le rôle aussi de tout républicain d'être choqué par l'appel au boycott des produits israéliens, parce que ça va bien plus loin que le simple boycott de produits. François Pupponi, député maire de Sarcelles, député socialiste évidemment, aussi ami d'Israël, mais c'est la question qu'on peut reposer. Encore une fois, est-ce que le Parti socialiste a un petit peu perdu pied sur cette question pour revenir à notre sujet du jour, sur la question. Ça a été un parti longtemps, on l'a déjà réfléchi à cette question, longtemps très pro-israélien. Il semble que ce soit aujourd'hui une vieille histoire. Non, je crois pas. Parce que il faut pas oublier que entre guillemets, je pense que la rupture, mais elle est notre fait, moi je la situe en 2002 pendant la campagne présidentielle. Avec un phénomène que j'ai vécu directement, c'était après les déclarations de Jospin sur le Hamas et le Hezbollah en disant ce sont des... juste avant les élections de 2002, en disant ce sont des terroristes et qui s'est fait caillasser à l'époque. Il y a eu une erreur qui, je pense, moi, est une erreur historique du parti à l'époque, lorsqu'il y a eu les actes antisémites, la synagogue de Villeurbanne qui brûle et la synagogue de Marseille.
Jospin, à ce jour-là, je pense, historiquement, avec lui, n'a pas voulu aller à la manifestation contre l'antisémitisme à Paris. Et ça, je pense que la rupture, elle vient de là, et l'incompréhension, elle vient de là. C'est qu'à un moment, il y a eu cette erreur, je peux dire une erreur, où on n'a pas voulu participer. Moi, j'y étais personnellement avec d'autres, mais on n'a pas participé. Et depuis, il y a eu une espèce de cassure entre, justement, le Parti socialiste, etc. On est un certain nombre de députés, Jean-Marie Le Guen, André Valigny, moi-même ou d'autres, à essayer de faire en sorte que le parti, et je le fais d'ailleurs, on n'a pas signé, nous, le texte qui avait été proposé par une partie de nos camarades, mais par contre, on a signé le texte avec des députés UMP pour renoncer et condamner le vote éventuel à l'ONU. Donc là-dessus, on n'a pas d'ambiguïté. Et on est, au sein du parti, un certain nombre à faire évoluer les choses. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué pendant les primaires, mais y compris Martine Aubry, par exemple, par rapport à l'État d'Israël, pris des positions très fortes, qui n'ont pas été reprises tellement à la presse, mais les choses sont en train d'évoluer. Par contre, et y compris... Éric Raoult le disait à juste titre, moi aussi, je suis dans une circonscription Garges, Sarcelles, Villers-le-Bel, Arnouville-les-Gonesse, où la communauté musulmane est majoritaire. Et dire, comme je le dis régulièrement, que je suis l'ami d'Israël, c'est pas tellement populaire par mon électorat, mais je le dis, je l'assume. Comme là, on a ici dans cette circonscription une forte communauté turque, j'ai défendu la cause arménienne, je sais que je perds des voix, mais c'est pas grave. Eric a raison de dire comment, quand on a des convictions, il faut les affirmer. Et si vos convictions font en sorte que vous perdez l'élection, bah, tant pis, vous avez affirmé vos convictions, vous avez défendu ces convictions parce que vous y croyez vraiment. Alors, je prendrai un autre exemple. Il y avait dans notre liste une élue qui était avec nous et qui s'est présentée au sénatorial avec la sénatrice ex-verte qui prenait le boycott d'Israël et lorsque j'avais invité l'ambassadeur d'Israël à Sarcelles, était dans la rue en disant Israël assassin puis Poli complice. Bon. Bien entendu, dès qu'on a su que cette élue qui était adjointe était sur la liste des sénateurs, je lui ai retiré sa délégation immédiatement. Parce qu'avant, on ne peut pas avoir avec soi quelqu'un qui prend des positions comme ça. Donc là-dessus, on n'a pas d'ambiguïté là-dessus. On assume, et moi j'assume d'être un ami d'Israël et de défendre l'État d'Israël. Par contre, ce que je dis, et par rapport, pour revenir au sujet d'aujourd'hui sur la paix, moi ce qui m'étonne toujours, je n'ai jamais rencontré aucun responsable israélien qui n'est pas pour la paix, je n'ai jamais rencontré aucun Israélien qui n'est pas pour la paix, mais ça ne transparaît pas en France. Voilà, quand vous demandez à un citoyen français qui lit les journaux et qui ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe là-bas, il a le sentiment qu'Israël c'est un État dictatorial qui met un mur. Alors pour ceux qui auraient été voir, on sait bien que ce n'est pas la réalité, qu'il torture les Palestiniens et que c'est un État guerrier. Voilà. Et donc l'image véhiculée, en particulier par les médias, en France, et l'image que donne l'État d'Israël est tellement à l'opposé de ce qu'est l'État d'Israël, d'une démocratie exceptionnelle, bref. Et là, il faut que, je crois qu'on a collectivement, vous avez collectivement une responsabilité. Je pense qu'il faut que malheureusement, on retourne peut-être aux fondamentaux et que systématiquement, partout où nous sommes, nous défendions l'État d'Israël et nous expliquions à nos concitoyens ce qu'est la réalité d'Israël aujourd'hui. On ne l'a plus assez fait, je pense, parce que convaincus qu'on était tous, que les gens en étaient conscients. Eh bien non, malheureusement, la défense de l'État d'Israël ne va pas de soi comme ça. Il faut systématiquement, dans tous les débats, réexpliquer. Je reprends l'exemple du mur. Moi, tous les gens qui me disent c'est scandaleux, ils ont mis un mur, je leur dis maintenant, est-ce que tu as déjà été une seule fois en Israël? Est-ce que tu l'as vu le mur? La plupart des gens qui m'expliquent qu'ils sont contre le mur n'ont jamais été en Israël et n'ont jamais vu le mur. Ils ont vu une image à la télé de quelques mètres du mur qui font que, mais quand on leur explique ce qu'est la réalité de la société israélienne, ils savent complètement dire. Alors, juste pour conclure, tous les responsables israéliens que je peux rencontrer régulièrement sont tous pour la paix, vite, et sont tous pour un État palestinien. Moi, j'en ai rencontré aucun qui n'est pas pour un État palestinien. Parce qu'ils savent très bien qu'un État palestinien est vital pour la sécurité d'Israël et pour la survie d'Israël, parce qu'il y a en Israël un problème dont on parle peu, pour le coup, dans les médias en France, qui est le problème du nombre des Arabes israéliens. Et qu'on sait très bien que dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, si on ne règle pas ce problème avec la création d'un État palestinien, c'est la survie même en son sein de l'État israélien qui est en jeu. Et ça, tous les Israéliens vous l'expliquent, et c'est pour ça qu'ils sont pour un État palestinien, mais qui disent bien entendu que cet État palestinien doit venir après une négociation. Aujourd'hui, je sais que les Israéliens sont pour cette négociation, quid des Palestiniens, et puis la grande tragédie de ce qui se passe, même si on était tous pour le printemps arabe, la grande tragédie qui se passe aujourd'hui, c'est que le problème en Égypte, en Syrie,
en Libye et en Iran font que là, le titre de la table ronde, c'est Israël, Palestine, comment fait-on pour la paix? Mais malheureusement, d'autres fronts risquent de s'ouvrir et que la paix va devenir encore plus compliquée qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup, François Pupponi. Je rappelle que Jean-Pierre Brard, peut-être j'ai pas assez insisté, mais non seulement vous êtes député communiste, vous êtes apparenté communiste, vous êtes front de gauche aujourd'hui, et donc on s'aperçoit, vous voyez, qu'on peut être aussi un vice-président du groupe d'amitié France-Israël. C'est quand même, ça se souligne. Claude Goasguen, c'est à vous sur cette question. Vous avez entendu beaucoup de choses depuis cet après-midi. Oui. Pour la question centrale que vous avez posée, qui est une question essentielle, la paix. Alors il faut bien regarder la spécificité du conflit israélo-palestinien. Israël est un État reconnu par les Nations Unies en 1948. Depuis 1948, s'était déroulé 60 ans au moins, pendant lequel l'existence d'Israël reconnue par l'ONU n'a cessé d'être remise en cause par la communauté internationale, du moins en partie. C'est une spécificité historique sans précédent. Si peut-être quelques États, petits États balkaniques, au début du XXe siècle, ont fait l'objet d'ailleurs, qui finiront par la guerre de 14-18, mais jamais on a vu dans l'histoire un État reconnu par la communauté internationale, contesté par une partie de la communauté internationale pendant 60 ans. Et je dirais que le problème de la paix israélo-palestinien, il est là. C'est qu'en réalité, Israël-Palestine a toujours servi d'alibi à d'autres éléments internationaux. Et si je devais être lapidaire dans la conclusion, ça serait de dire, laissons-les négocier. Laissons-les négocier, les Israéliens et les Palestiniens. Or, tout ce que nous faisons, en réalité, c'est de n'avoir de cesse que d'internationaliser un débat qui ne demande en réalité qu'à être retrouvé sur les bords du Jourdain. Car il est clair que si on laissait les Israéliens ébripés pour une raison évidente, Israël est un État économiquement puissant, dont on voit bien que la paix pourra lui amener un retentissement international bien supérieur, et que les Israéliens perdent des hommes et des femmes régulièrement, et qu'il n'y a pas un État, pas une société qui peut tolérer ainsi pendant 60 ans d'être dans un climat de guerre, alors qu'elle a la possibilité intellectuelle et technologique de diffuser et d'irradier dans le monde entier. Donc on voit bien, à moins d'être d'une mauvaise foi constante, malheureusement reprise par la presse, que s'il y a bien un État qui a besoin de la paix, c'est bien Israël. Et puis, il ne faut pas être dupe non plus. Qu'est-ce qu'on croit? Que les Cisjordaniens ont des vocations à être martyrs? Que même à Gaza, le fait d'être sous la terreur, de voir ces enfants massacrés, que entre eux, entre le Fatah et entre le Hamas, on croit que la population palestinienne de Gaza est tout à fait différente des autres. Mais évidemment que non, car eux aussi ont envie de la paix. Ils sont tout à gagner d'ailleurs à la paix, parce qu'ils vivent dans une situation, tant sur le plan intellectuel, que sur le plan politique, que sur le plan économique, que sur le plan social, ils sont dans une situation quasi désespérée. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? C'est qu'en réalité, nous n'avons eu de cesse que de rentrer dans le jeu que les Israéliens dénoncent, à juste titre, d'empêcher, parce qu'on enrobe de la situation internationale un conflit dont on se sert par ailleurs. Israël souffre, pour la conquête de la paix, d'être considéré par l'ensemble de la communauté internationale comme un enjeu international, et Israël n'est pas un enjeu international. Israël est un pays qui a besoin de vivre la paix. On nous a parlé tout à l'heure du général de Gaulle et de Konrad Adenauer. Mais dites-donc, est-ce que vous croyez que le général de Gaulle et Konrad Adenauer auraient appelé Quartet pour négocier de la négociation entre l'Allemagne et la France? Vous croyez qu'on aurait passé l'affaire de la réconciliation entre la France et l'Allemagne avec le caractère du général de Gaulle à l'ONU? Mais c'est une rigolade. La France et l'Allemagne se sont réconciliées parce qu'elles voulaient se réconcilier et qu'elles avaient besoin de la paix. Il n'y a pas d'ailleurs de paix qui ne se négocie en dehors de la volonté des partenaires. Il n'y aura pas d'accord tant qu'on ne laissera pas les gens discuter, comme le souhaite d'ailleurs le président d'Israël souvent. Et Shimon Peres voit très bien le sujet, même s'il n'arrive pas à le réaliser.
Bien entendu que c'est la solution économique et sociale qui doit être privilégiée, à condition qu'on enlève le quartet, l'ONU, l'UNESCO, le machin, la Chine, l'Iran, les sunnites, les chiites. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël ou en Palestine, c'est comme si le monde tremblait, d'ailleurs, inconscient sur tout ce qui se passe ailleurs. Vous pouvez massacrer au Rwanda tant que vous voulez, mais si par malheur il y a un attentat qui se passe à Gaza ou ailleurs, la presse internationale se déchaîne comme s'il n'y avait qu'une question, c'est cette question israélienne. Je vous dis franchement, la paix ne pourra pas se réaliser tant que la situation, tant que la communauté internationale considérera le conflit israélo-palestinien comme un alibi. Et je vais vous donner un exemple précis. Lorsque les Américains commettent cette erreur gigantesque, dont on va parler pendant très longtemps, de lâcher Moubarak, qui est le symbole de l'équilibre au Moyen-Orient, d'une paix négociée entre l'Égypte et Israël, qui a failli amener la paix après l'affaire de Gaza, où j'ai bien cru, moi, qu'on y allait vers cette paix, parce que l'Égypte et Israël étaient en train de négocier. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après l'abandon de Moubarak? On s'est aperçu que tout d'un coup, les Égyptiens se retrouvaient dans une situation qui était une situation pire qu'en Tunisie d'ailleurs. Il y a eu le printemps arabe, il était clair que la situation économique et sociale des pays qui faisaient la révolution et qui la faisaient sans doute pour des bons sentiments, ça reste à prouver d'ailleurs maintenant, mais on verra, allait trouver une situation qui allait se dégrader. C'est évident que l'Égypte allait perdre de l'argent, que la Tunisie allait perdre de l'argent. Alors qu'est-ce qui est revenu à la surface? Est revenu à la surface la fameuse discrétion classique Israël. Et on a vu revenir sur les places diverses où se massaient les manifestants la lutte contre Israël. C'était plus facile de dire qu'il fallait lutter contre Israël que de gérer ses propres problèmes économiques et sociaux. Et alors on a vu paraître tout d'un coup les islamistes qui devaient être quand même dessous dès le départ et qui, eux, dans d'autres thèmes, pour arriver à expliquer une dictature totalitaire qu'un individu normal ne peut pas supporter, de dire, c'est le grand Satan israélien avec les États-Unis qui provoque cette situation. C'est-à-dire que le printemps démocratique est devenu un printemps qui s'est retourné comme d'habitude en se focalisant sur la situation israélienne, créant des conditions, je vous le dis, géopolitiques, qui sont beaucoup plus graves aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Car quand vous regardez la carte, ce qui entoure Israël en ce moment, c'est un concert d'animosité. C'est un concert d'hostilité. L'Égypte sans Moubarak, avec ce qui se passe en ce moment où on voit les partis islamistes devenir majoritaires, ne trouvera son équilibre dans une juste guerre, juste entre guillemets, contre l'ennemi israélien, qui sera la focalisation nassérienne contre l'ennemi quand on ne règle pas ses propres problèmes intérieurs. Et la Libye, qui devait nous apporter du pétrole et qui ne nous apporte rien du tout, sinon des islamistes supplémentaires au sud de la Méditerranée, et la Tunisie, dont on voit bien que les Tunisiens qui jouissent en France de toutes les libertés sont les premiers à voter islamistes quand il s'agit d'aller à Tunis, ne trouveront en réalité qu'un exutoire à leur propre défiance, à leur propre incapacité à gérer les problèmes économiques d'un pays, Israël, et c'est toujours Israël qui trinque. De l'autre côté, le Hezbollah dont on connaît les tenants et les aboutissants, le Hamas, la Syrie dont on voit bien que l'épisode syrien n'est pas spontané, qu'il est appuyé par les Iraniens. Certes, le seul élément positif, c'est d'avoir des sunnites et des chiites qui se déchirent. C'est le seul élément. Vous savez, l'histoire est cruelle quand elle se renouvelle. Mais quand la question du Moyen-Orient s'est posée il y a 10 siècles, la seule manière de tenir était la division du monde arabe. Cette division du monde arabe, elle existe, et elle est probablement la chance d'Israël. Si nous arrivons à bien creuser cette différence qu'il y a entre les émirs sunnites d'un côté et d'autre part cet empire iranien chiite qui se déteste profondément. Mais la situation est très grave, elle est très grave. Et donc nous ne sortirons pas. Et moi ce que je reproche à la France, c'est de rentrer dans le concert international. Franchement, est-ce qu'il était nécessaire de laisser Mahmoud Abbas aller à l'ONU? C'était, en réalité,
savait très bien, les Palestiniens, qui ne seraient jamais admis, que les États-Unis avaient le droit de veto. C'est apparu presque comme une manœuvre anti-américaine de la part des Européens. Alors, mon ami Le Guen a dit « Oh, l'Europe, c'est formidable ». Mais l'Europe, si on suit l'Europe, d'abord, je ne suis pas sûr de suivi de l'Europe. L'Europe est le continent qui aide le plus la Palestine. L'argent de l'Europe, c'est 70% des crédits palestiniens. Beaucoup plus que les États-Unis. Combien l'Arabie Saoudite donne-t-elle à ses frères palestiniens? 2%. 2%. Est-ce que, moi j'étais en Jordanie, j'ai demandé aux Jordaniens, est-ce que vous êtes prêts à participer pour l'eau? Je reviendrai tout à l'heure, in fine. Est-ce que vous êtes prêts à participer pour l'eau? Faites venir les riches émirs. Pas question. Les émirs ne veulent pas payer pour l'eau des Jordaniens. Ça ne les intéresse pas, les Jordaniens, ils s'en foutent totalement. Quand on parle de politique arabe, on ne se rend pas compte que les Arabes sont tous différents les uns des autres, ils ne sont jamais solidaires. Et que par conséquent, le problème palestinien, objectivement, n'est pas leur problème. Sauf dans la propagande. Alors dans la propagande, c'est un concert à celui qui en fera le plus. Vous avez le chiite qui dit aux masses musulmanes, voyez, moi je suis le vrai combattant contre Israël, d'ailleurs je paye le Hezbollah, et puis je paye le Hamas. Qu'est-ce qu'ils font les émirs sunnites? Alors les émirs sunnites se disent, mais moi je suis pris aussi, alors il faut que je lui mette un peu. Alors ils disent, mais non, on va rentrer en conflit avec Israël. En réalité, Israël est un enjeu qui dépasse complètement le problème israélo-palestinien. Ça, c'est la seule vérité, la seule vraie vérité. Et objectivement, s'il y avait une conduite diplomatique nouvelle de la France dans ce domaine, et je le souhaite, parce que le Quai d'Orsay m'exaspère, le grand esprit Védrine, quand j'ai entendu dire que Védrine était un grand esprit, je me roule par terre. Car Védrine, c'est la caricature d'un Quai d'Orsay qui n'a de cesse, depuis près d'un siècle, de considérer que le vrai débat se passe entre les chrétiens, eux, ils ne le sont plus, c'est pas grave, ils l'étaient, et puis d'autre part le monde musulman. Relisez les archives du Quai d'Orsay des années 30, vous allez voir. Il n'y a pas un ambassadeur français qui aujourd'hui ne serait condamné pour antisémitisme sur les missives qu'ils envoyaient au Quai d'Orsay. Donc il y a une continuité de la politique française que je n'accepte pas du part du Quai d'Orsay. Et tout ce que je souhaite, c'est que nous ayons la possibilité, Éric Raoult, moi peut-être plus poli, peut-être Brard, d'interpeller de temps en temps le Quai d'Orsay en disant, écoutez, vous êtes bien gentil, vous êtes 200, ils sont 200, très intelligents, vous avez les lumières, mais ça serait bien de temps en temps que vous nous disiez ce que vous faites au niveau de la politique internationale, ça me plairait bien d'en discuter. Et bien à chaque fois que nous convoquons le Quai d'Orsay, il n'y a personne. Il n'y a personne, vous n'êtes pas. Ou alors vous foutez des notes que vous trouvez dans n'importe quelle revue un peu scientifique et encore en moitié, pas de réponse. La politique internationale de la France appartient à ce cénacle intelligent, entre guillemets, qui est le Quai d'Orsay, sans s'en référer à personne. Et même le président de la République, ne vous faites pas d'illusions. Je sais trop comment se passe le pouvoir pour avoir été ministre moi-même. Même le président de la République, qui a beaucoup de sujets de préoccupation, au bout d'un moment, quand vous retrouvez des notes en permanence qui sont toujours les mêmes, toujours dans le même sens et qui matraquent, mais quel est le cerveau qui peut tenir longtemps d'avoir un tel matraquage intelligent? Tous, ils s'y passent tous. Au début, on va faire la critique, même au début, on arrive à dire, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la transmission du Quai d'Orsay. Et oui, ils sont indéboulonnables avec la Constitution française telle qu'elle est, comme le Foreign Office. Les deux États dans la politique à l'égard d'Israël est la plus contestable, ont tous les deux une diplomatie qui ne rend compte à personne. Ce qui me fait dire avec optimisme que si nous avions, nous, la possibilité de discuter avec le peuple, si nous avions la possibilité de dire aux Français la réalité d'Israël, si les journalistes ne se contentaient pas de reprendre les clichés pour en faire de l'anti-israélien primaire, sur souvent les indications que nous donnent les 200 cerveaux là, en question, alors je vous dis que la France n'aurait pas la même attitude. Parce que les Français ont parfaitement bien compris quelle est la réalité du conflit entre Israël et les musulmans. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste un mot quand même pour Clavani, parce que je ne voulais pas l'oublier celui-là. Clavani a osé écrire dans un rapport de l'Assemblée nationale, écoutez bien, la politique israélienne est une politique d'apartheid.
Et Glavany ne s'est jamais excusé d'avoir employé le mot apartheid. Alors on me dit, il y a des députés de droite pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas vrai. C'est moi qui levais le lièvre. J'ai appelé les députés de droite les uns après les autres. Tu te rends compte ce que tu as cautionné? À ma connaissance, ils se sont tous retournés en disant qu'ils n'étaient absolument pas d'accord. Même le président de la Commission des Affaires étrangères a pris une position nette. Même le président de l'Assemblée nationale, mais M. Glavany, il était tout content. Il avait fait son numéro, il n'est pas venu Glavany. Moi je regrette qu'il ne soit pas venu, j'avais 2-3 choses à lui dire. Quand un individu est capable de traiter un État démocratique qui connaît le droit mieux que la France, vraisemblablement, et je le dis parce que je suis juriste moi-même, d'apartheid, mais cet individu qui est au Parti Socialiste, je le rappelle, qui est au Parti Socialiste, à mon avis, n'a pas le droit de citer. Et si le Parti Socialiste était un parti qui était véritablement favorable à Israël, moi j'aurais aimé entendre Mme Aubry et M. Hollande dénoncer M. Glavany. J'ai rien entendu. Deux courtes questions à poser, une à François Pupponi, pour savoir si, avec tout ce qu'il a dit sur Israël, et je sais que François est sincère parce que il ne se sent pas tout seul au Parti Socialiste. Il me semble que l'esprit Boniface l'a emporté du rôle. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, je parle de Martine Aubry, de Montebourg et de tant d'autres, sont plutôt, Montebourg l'a dit officiellement, il est pour le boycott. Donc, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas se poser une question? Est-ce que tu ne te sens pas tout seul au Parti Socialiste? Ma question, vous aussi, pour Jean-Pierre Brun, je vais revenir sur Guilpé, bien sûr. Ma question, vous aussi, pour Jean-Pierre Brun, sur Mélenchon, et tout ce qu'il dit sur Israël, me paraît pour la plupart les mieux fondements, et j'ai l'impression qu'il ne connaît vraiment pas Israël. Je voudrais savoir si vous ne sentez pas tout seul, vous, vice-président du groupe d'amitié, toi, François, depuis très longtemps, ami de la communauté d'Israël. Puis je voudrais dire à Claude Boisien et Eric Raoult qu'il y a un certain nombre de députés UMP, dont M. Lucas, pour ne pas citer, que j'ai harcelé. Oui, il s'est renié en disant qu'il a signé un document qu'il n'a pas lu. C'est extraordinaire quand même, hein, de signer un document d'une telle importance. Donc j'ai dit votre attention, parce que Claude le sait. Voilà. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un certain nombre de députés de l'UMP qui ont voté. Nous saurons nous en souvenir au moment des prochaines élections concernant ces personnes-là. Alors, je parle de la question. Effectivement, seul non. Isolé, et pas nombreux, oui, les uns et les autres racontent une histoire. On est quelques-uns, entre guillemets, à se battre au sein du parti pour faire évoluer le parti sur ces sujets-là. Et moi, j'aimerais juste reprendre, essayer de reprendre les discours et les déclarations de Martine Aubry pendant les primaires. Et tu verras qu'elle aussi avait évolué, parce qu'on était à son député, comme Frédéric Paul Soya pour l'autre. Vous savez, prenez quelques déclarations et tenez-les, regardez. Alors, c'est pas, je dis pas que c'est une grande impulsion, mais c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Et auprès de François Hollande, il y a quand même quelqu'un comme André Vicky, qui est quelqu'un qui est l'ami d'Israël. Donc il y a un certain nombre de partis socialistes à faire évoluer le parti. Et j'espère pendant la campagne, on y parviendra. Bravo. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je ne veux pas fuir la question, mais quand même, moi je ne signe jamais un papier sans le lire, surtout quand il engage, officiel de s'amener de la nation, on ne doit pas faire n'importe quoi. Et bon, deuxièmement, le Quai d'Orsay à Bondon, qui a obligé le président de la République à aller baiser la babouche sanglante de Kadhafi dans la cour de l'hôtel Marigny et après lui envoyer des scuds. Donc, il y a des choses, moi je ne marche pas. Alors, sur la question qui a été posée, évidemment, je suis un peu seul, je l'assume. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé de ne pas venir aujourd'hui. Oui, alors, moi je pense qu'à la confrontation là-bas, il ne faut pas ajouter la tension ici. Et il y a 2 ou 3 ans, quand je suis allé au dîner du CRIF, il y avait Jean-Louis, secrétaire d'émission, m'a dit vous êtes invité? Oui, je dis je suis invité. Et Jean-Louis se dit Madame Buffet n'a pas été invité, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai répondu à la chose suivante que je pense toujours. Je pense qu'il faut toujours mieux se mettre à table pour discuter que se tourner le dos, même quand on a des choses d'une
désagréable à se dire, et je ne peux pas entrer dans le détail, mais j'agis avec constance pour que se rétablisse le dialogue entre la direction du CRIF et la direction du PC. Pour l'instant, je ne suis pas parvenu, je ne désespère pas. Quant à Jean-Luc Mélenchon, d'habitude, c'était pas sur le débat d'aujourd'hui. Quand on me dit votre candidat c'est Jean-Luc Mélenchon, je réponds toujours, je n'ai pas de candidat, j'ai un programme. Et pour ce programme, nous avons un candidat. Je rappelle que moi je n'appartiens à aucun parti aujourd'hui depuis maintenant 16 ans. Donc je suis libre de mes positions et je les assume plutôt battu qu'infidèle à mes convictions. Ça m'a valu des tentatives et j'ai été dénoncé à Montreuil et dans la présente campagne, je suis de nouveau dénoncé comme étant, ça va me faire sourire, un agent sioniste et l'homme des Maliens. Voilà, mais j'assume mes choix. Je demande encore un court instant parce qu'on a décidé, nous, ce soir, d'honorer un homme qui fait pour cette communauté plus qu'aucun juif ne fait. Et quand je dis plus qu'aucun juif ne fait, ça veut dire qu'il est dans tous les coups, il est sur tous les combats, excusez-moi des vulgaires hollandais de tous les jours, pour tel ou tel point de détail, et il le sait, je suis pendu à son téléphone souvent. J'appelle le président du PGF qui va y derrière moi, pour remettre à notre ami, plus que notre ami, j'allais dire notre frère, Claude Loisienne, le prix de la lutte contre l'antisémitisme et l'antisémitisme. Et j'appelle, avec Richard Portugais, j'appelle Madame Dominique Lunel. Vous savez, quand on reçoit un prix comme ça, on le dédie à d'autres auxquels on pense. Et comme c'est un prix sur l'antisémitisme et l'antisionisme, je voudrais dédier ce prix à une série de personnes. Je voudrais dédier ce prix à ceux qui ont souffert de l'antisémitisme dans leur chair, et je pense à la famille Aline. Comme je n'oublie pas le sionisme, je voudrais dédier l'autre partie du prix à tous ceux qui habitent à Sderot. Et s'il fallait dédier un anti-prix, bien ce soir je me donnerai à Gravani.